Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir pour ce nouveau numéro Ariba Rehman. Bonjour. Bonjour. Tu es fondatrice de Fred Bay et d'autres choses, on en parlera tout à l'heure. Donc Fred Bay, spécialiste du transport et du déménagement. Alors on va avoir une première séquence qui est David rencontre Goliath, où là tu vas faire face à une start-up et vous allez parler un peu de vos sujets communs. Ensuite on a l'interview en coulisses, où là on va vraiment revenir sur tout ton parcours de dirigeant et tes multicasquettes. Et on terminera avec l'interview chrono, qui est là une série de questions-réponses très très rapides. Ok. Merci encore d'avoir accepté l'invitation sur Smart Boss. Et on va pouvoir passer tout de suite à la séquence David rencontre Goliath. Bismart. Et donc la start-up qui te fait face, c'est Mipi. Et donc je suis ravie d'accueillir sa fondatrice et présidente, c'est ça les deux, Yasmine Yamaren. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors Mipi, c'est une entreprise, alors je vais grossir le trait, livraison éco-responsable. Alors est-ce que du coup, tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y a derrière ce terme éco-responsable ? Je trouve que le mot responsable suffit parce que derrière le mot responsable, il y a un engagement sociétal et environnemental. Quand on parle du transport, c'est plutôt facile. On sait qu'on va parler de décarbonation de la flotte, et c'est de réduire les émissions de CO2. Par contre, l'engagement sociétal qu'on va avoir, pour moi, il est très important. C'est une mission de qualification d'un métier ouvrier et qu'on ne banalise pas une tâche très simple d'aller d'un point A à un point B. C'est une responsabilité qui est pour moi bien plus importante et il est important de changer la vision qu'on a de ce métier-là. Et puis l'engagement de féminiser un métier. Moi, j'estime que quand un métier n'attire pas les femmes, c'est qu'à un moment donné, il n'est pas séduisant. Et s'il n'est pas séduisant, c'est qu'il y a des failles derrière. On essaye de travailler sur ça. Et aujourd'hui, on a 45% de femmes. C'est que la mission est réussie, même si l'objectif, c'est de continuer et d'attirer les femmes dans ce métier. Ouais, on y reviendra effectivement. Est-ce que tu connaissais ou pas alors Mipi ? Et non. On ne peut pas tout savoir, malheureusement. Je m'en excuse, mais je suis ravie de faire ta connaissance aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard. Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de start-up aussi dans le milieu de tout ce qui est transport, logistique, déménagement aussi. Tu as dû en voir quand même quelques-unes. Oui, absolument. Il y en a eu beaucoup. Alors nous, Fred Bay, ça fait 16 ans qu'on existe aujourd'hui sur le marché, avec un ADN très fort. C'était vraiment l'impact positif environnemental, puisque en fait, on a introduit un peu le mot co-transportage, qui est la trademark d'ailleurs de Fred Bay. L'idée, c'était vraiment de se dire, en fait, il y a 25% des camions qui roulent à vide et plus de 50% à moitié remplis. C'était comment inventer un transport mutualisé, une solution de livraison mutualisée. Et c'est ce qu'on a fait avec le développement technologique de notre solution. Et justement, tout ce qui est décarbonation, si je puis dire, du transport, tu disais responsable. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui, quand on est une jeune start-up, de se lancer là-dedans et d'essayer d'aller surtout travailler peut-être avec tout le monde, parce qu'on ne peut pas non plus le faire seul, j'imagine. Il y a tout un écosystème. En tout cas, le modèle, parce qu'on est dans deux modèles, on est dans le même secteur, mais on a deux modèles qui sont vraiment très différents. C'est vrai que nous, on travaille pour nos clients de manière dédiée, avec une flotte dédiée, des livreurs dédiés. Et décarboner, ça passe en partie par décarboner la flotte. Et en fait, il y a plusieurs aspects. Déjà, ça coûte cher. Donc ça, c'est quelque chose qui est évident. Il faut les fonds pour le faire. Mais pas que. Il faut aussi travailler avec les territoires et le gouvernement, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Ça veut dire que décarboner certains flux, mettre des vélos cargo, par exemple, dans des villes où il n'y a pas de pistes cyclables, ça peut être des villes compliquées. Ça peut paraître vraiment peut-être très simplé dans la première vision, mais c'est un travail de fond qu'il faut faire pour pouvoir charger les véhicules en cours de tournée. Si les villes ne font pas d'efforts de mettre des bornes de recharge, c'est aussi compliqué. Donc je me suis vite rendu compte que c'est une mission que je n'allais pas pouvoir porter seule, et que j'allais devoir être bien entourée et solliciter tout le monde pour y arriver. Et ce n'est pas moi, de toute manière, qui vais tout changer. Il faut qu'on soit de manière massive dans le transport, avoir cette vision. Et sur ces sujets, toi aussi, de décarboration, vous avez pensé très tôt, mais qu'est-ce que tu fais toujours pour rester encore, je vais dire, à la page, en faire encore plus, puisqu'on a toujours beaucoup plus, que ce soit au niveau français-européen, des normes qui se rajoutent. Alors, nous, on continue à travailler davantage, en fait, l'outil technologique qui permet vraiment d'optimiser toujours les déplacements. Évidemment, avec l'aide de l'IA, qui aujourd'hui devient assez indispensable. On utilise la machine learning, etc., qui nous permet d'être à la pointe, en fait, de tous ces sujets-là. Maintenant, je n'ai pas de flotte en interne. Ce qui veut dire que je n'ai pas de camion, je n'ai pas la main dessus. En revanche, on fait toute une session en fait, d'accompagnement de tous nos milliers de transporteurs et livreurs en France et dans l'Europe pour justement que ça se fasse en bonne et due forme. Donc il y a tout un accompagnement en fait, qui est proposé par Fred Bay pour nos milliers de partenaires transporteurs-livreurs.
Et alors, donc, tu parlais, Yasmine, donc, du fait que vous employez, c'est ça, 45%, le chiffre est bien à jour. Mais alors, juste question bête, comment vous avez fait? C'est une mission de sensibilisation des femmes au métier du transport. Quand la majorité des entrepôts sont en banlieue, en zone rurale, là où les femmes souffrent le plus de précarité, je trouve ça évident, moi, de leur offrir le métier et d'essayer d'aller les chercher et les convaincre. Donc au début, quand on reçoit 99% de CV d'hommes, c'est sûr qu'on ne va pas se contenter de les attendre. Et on fait un travail incroyable avec France Travail, avec les missions locales, avec les associations qui nous présentent des femmes qui sont à la recherche d'emploi, qui ont envie de penser à un nouveau métier, et on leur présente le métier. Et c'est une mission séduction. Donc pour les séduire, il faut aussi derrière faire un travail, faire en sorte que le métier vaille le coup de s'engager. Vous avez fait un peu ce travail ou pas? Enfin, tu sais déjà à peu près aussi combien vous avez de femmes. Enfin, alors vous, comme c'est pas vos propres livreurs, mais juste chez Fred Bay, par exemple. Alors, chez Fred Bay, nous n'avons... Alors, comme on est une entreprise tech, aujourd'hui, je n'ai pas l'égalité. Et pourtant, c'est un des combats que je mène depuis des années, malheureusement, puisque c'est à forte domination, en fait, masculine due à la tech, forcément. Mais tout ce travail de formation, moi, c'était beaucoup plus à l'époque à l'initiation au digital. Comment digitaliser tout le secteur du transport et de la livraison en général. Donc, j'ai fait tout ce travail-là, mais pas orienté femmes uniquement. Mais je me souviens juste, alors bravo, parce que je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait un petit sondage auprès de mes clients. Ça date, je crois, en 2012 ou 2013. Et on avait posé la question en disant, mais comment réagirez-vous si vous arrivez le jour J et que c'est une femme transporteur qui arrive et qui va faire votre livraison, etc. Et à plus de 80% m'avaient répondu, on ne lui fera pas confiance. Ouais. Donc, il y a une belle évolution. La mentalité a changé. Eh bien, je suis ravie de l'entendre. Je suis ravie de l'entendre. Il ne faut pas laisser le choix, en fait. Il faut toujours qu'il faut y aller tête baissée et changer les choses. Bravo. Et c'est quoi un peu la suite, là, pour vous, aller dans les mois à venir? Il y a une vraie volonté d'ancrage national. Aujourd'hui, on est dans plusieurs régions de France et j'ai vraiment envie, et on a envie, parce que j'estime que quand une société, c'est 250 collaborateurs aujourd'hui, c'est plus jeu, c'est une mission qui est collective. Et on a envie que ça devienne une évidence dans le secteur du transport. Quand on parle de transport engagé, on a envie qu'on pense à MIPI et puis que demain MIPI insuffle aussi une volonté de faire différemment. On sait que dans certaines régions, on peut être installé. Il y a déjà d'autres transporteurs qui recrutent des femmes, qui essayent de former différemment parce que finalement, on va avoir bonne presse et on va avoir apporté ce plus. Donc, si on peut apporter ça, ça sera génial. Mais la route est encore longue. Est-ce que vous ne pourriez pas travailler ensemble quand même? En tout cas, la synergie, elle est... Moi, ça fait longtemps qu'on me parle de toi, et je te l'ai dit tout à l'heure. C'est qu'on n'est pas assez, déjà, parce que je trouve qu'on devrait être encore plus de femmes et engager les choses. Mais ça montre aussi, quand on voit nos deux profils, c'est que le transport, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire de la tech, ça veut dire du transport, ça veut dire... il y a tellement de choses à faire et il faut qu'on soit plus à faire les choses bien. Merci beaucoup Yasmine d'être venue partager tout ça avec nous et on va pouvoir passer maintenant la séquence en coulisses. Alors avant d'entreprendre, tu as connu un peu le salariat. J'ai lu que tu as été commercial et tu as aussi été professeur. Et d'ailleurs, dans un portrait que tu as consacré Les Échos, tu disais que tu es devenu professeur par défaut. Pourquoi? Alors, parce que j'ai fait une faculté d'anglais. Et après avoir fait une faculté d'anglais, tu n'as pas beaucoup d'options, en fait, qui s'offrent à toi. Interprète, enseignante, évidemment. Interprète, je ne m'y voyais pas trop. Et je m'intéressais beaucoup, et je m'intéresse toujours, en fait, à la jeunesse. Et cette envie de transmettre, je me suis dit, voilà comment je suis devenue enseignante. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui fait toujours, ce que je posais la question, le petit déclic, le moment de bascule où tu ne voulais plus enseigner? Alors, je ne dirais pas que je ne voulais plus enseigner, c'est surtout que je voulais entreprendre. Donc, en fait, je suis partie d'un constat personnel. Je suis à la base de la région Centre. À l'époque, il faut resituer ça en 2006. Voilà, ça me rajeunit pas tout ça, mais je devais déménager, me rapprocher de la région parisienne, et je vendais mes articles volumineux de la maison sur eBay à l'époque, et mes ventes étaient annulées alors que l'article, je bradais complètement, parce que le coût du transport était beaucoup plus élevé que l'article que je vendais. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on n'ait pas de solution. En même temps, comme je déménageais, je démarchais les déménageurs professionnels, donc je prenais les pages jaunes, je les consultais, un à un, une tâche assez fastidieuse pour recevoir des devis une semaine plus tard qui coûtaient un bras. Et là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. Et je tombe sur une étude ministérielle qui donnait les chiffres que j'ai mentionnés plus tôt, avec les camions à vide, etc. Et en fait, sans même réfléchir, la tête baissée,
je me suis dit, moi, voilà ce que j'ai envie de faire. Apporter une réelle solution, digitaliser tout ce secteur, même si j'y connaissais rien, mais je ne me rendais pas compte, en fait, de ce que je faisais. Mais j'étais convaincue qu'il y avait un marché et que c'est maintenant qu'il fallait que je le fasse. Et alors, tu lances, c'était en 2008, oui. Fredbay. Alors, c'est quand même une marketplace, mais en relation avec les transporteurs déménageurs, avec les particuliers. Et alors, aujourd'hui, on dit marketplace, évidemment, ça a tout son sens. On dit évidemment, c'est super. Mais alors, en 2008, alors peut-être même juste un peu avant, 2016, c'était comment ? Alors, c'était inconcevable de se dire qu'on va acheter un devis sur le digital, qu'on ne va pas recevoir des visites de déménageurs ou de transporteurs à la maison pour estimer le cubage, par exemple, le volume. Et on avait vraiment des transporteurs qui n'avaient pas d'ordinateur, où c'était leur épouse qui recevait des appels téléphoniques, qui organisait les rendez-vous, etc. Donc, c'était très complexe. Alors, imaginez un projet où il n'y avait pas de benchmark possible, où on parlait de l'écologie, de la pollution, des émissions de CO2. Alors, on n'y comprenait absolument rien. Et venant d'une femme. Voilà, dans le monde du transport. Je vous laisse imaginer la suite. Oui, bien sûr. Et alors, c'est créé donc une plateforme vraiment tech. Tu es encore au tout début, c'est l'époque Airbnb. Et alors, tu as fait quoi ? Tu t'es mise à coder ? Tu t'es allée voir de l'aide ? Eh bien, j'aurais bien voulu, parce qu'aujourd'hui, ça me manque dans le sens où je manque vraiment cette compétence, parmi d'autres, mais celle-ci est essentielle. Eh bien non, j'avais autour de moi, en fait, des ingénieurs en informatique, notamment dans la famille. Et c'est donc avec Ousmane, qui est mon frère, où on se lance la tête baissée sur toute la conception. Et c'est lui qui a fait tout le développement, en fait, de Fredbay. D'accord. Et il est resté depuis dans l'entreprise ? Oui, alors, on a encore chez Fredbay l'humain qui reste au centre. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons vraiment des personnes qui sont restées du début jusqu'à la création, jusqu'à aujourd'hui. Donc, par exemple, on parle du cofondateur Ousmane, ça pourrait être aussi d'autres personnes qui sont encore présentes. Donc, et c'est le but ? Vous avez une politique comme ça que vous développez pour retenir les gens, ou ça s'est juste fait comme ça, naturellement ? Alors, ça s'est fait assez naturellement, et puis avec le temps, on développe cette politique. La culture d'entreprise, ça se travaille, parce que c'est aussi essentiel, compte tenu les temps qui courent, où la rétention d'emploi, c'est quand même un véritable sujet aujourd'hui. Mais au départ, c'était assez naturel. On a travaillé vraiment comme une petite famille, et c'est ce qu'on continue à faire. Et on est vraiment comme je disais, on a des valeurs très communes avec les personnes qui sont dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette volonté de se dire on veut avoir un impact et on veut changer les choses, donner un sens véritable à ce qu'on veut faire. En règle générale, on a parlé des émissions de la pollution, par exemple, mais c'est aussi une innovation comportementale, une innovation sociétale. On veut aller sauver un petit peu tout le secteur du transport qui a énormément été frappé et qui l'est toujours par le marché au noir, sur lequel nous, on lutte énormément. Enfin, on a vraiment des sujets comme ça sur lesquels on arrive à... Puis on est beaucoup sur l'innovation, donc ça permet aussi aux gens à chaque fois de se renouveler, de travailler sur de nouveaux projets. Et alors en 2016, là tu crées la filiale MyBoxman, donc là c'est vraiment service de livraison entre particuliers. C'était beaucoup plus facile que de créer Fredbay en 2008 ? Oui, c'est plus facile, parce qu'en 2008, la culture de l'entrepreneuriat comme ça l'est aujourd'hui, ça ne l'était pas. Les clubs d'entrepreneurs étaient assez méconnus, j'ai envie de dire. Donc MyBoxman, ça s'est fait différemment. On a eu l'occasion, alors on avait cette idée-là, mais qui a surtout mûri lorsqu'on a participé à un hackathon en Irlande, et on s'est fait repérer en fait par Bill Ford. On a présenté notre idée, et justement c'est Ousmane qui a fait le hackathon pendant 48 heures, qui a présenté l'idée. Il s'est fait repérer, il a dit moi en fait votre idée me plaît, c'est pas complètement la livraison entre particuliers, c'est de la livraison en B2B2C. Donc nous avons des clients professionnels qui ont besoin de livrer des clients, donc c'est la livraison du dernier kilomètre, et là on est allé chercher pas uniquement des coursiers professionnels, mais aussi des particuliers qui voulaient arrondir leur fin de mois, qui est une activité qui est limitée à 300 € par mois. Et toutes les personnes qui souhaitent en faire en fait un métier parce qu'ils se sont rendus compte que ça leur plaisait, et tout à l'heure on parlait des femmes livreurs par exemple, alors ça c'est quelque chose, on a découvert que les femmes faire la livraison de bouquets de fleurs une fois qu'elles ont déposé en fait leur enfant à l'école, ça leur plaisait, et elles dépassaient largement les 300 € mensuels limités par MyBoxman. Et on a proposé un accompagnement pour ces personnes-là par la FIDAE qui est partenaire de MyBoxman, pour justement qu'elles puissent avoir un véritable statut
statut juridique et enlever ce plafond. Et quand tu recrées encore là, une nouvelle structure, carrément, est-ce qu'il y a des choses que tu t'es dit que vous n'allez pas refaire, des erreurs que vous n'avez pas voulu recommettre? Il y a une petite différence entre les deux constructions de boîtes. Alors oui, j'imagine. et heureusement, on essaie d'apprendre de ces erreurs. Donc oui, le business model, le développement technique, par rapport au recrutement, oui, on a vraiment pris en compte. On a essayé de faire mieux. Je ne peux pas dire qu'on a fait mieux, mais on a essayé en tous les cas, on est satisfait à peu près. Ouais, et là, quand tu as ces deux structures, tu gères les deux aujourd'hui. Il y en a une où tu es plus opérationnelle que l'autre. Comment tu organises? Alors, je suis plus opérationnelle sur Fred Bay. MyBoxman, alors sur les deux activités, de toute façon, j'ai des personnes vraiment sur lesquelles je peux faire confiance, autrement je ne pourrais pas m'engager à côté. Et c'est essentiel aussi de pouvoir déléguer et avoir des personnes sur qui faire confiance. Mais j'ai envie de dire que je suis quand même plus présente sur Fred Bay que sur MyBoxman. Tout simplement parce que Fred Bay a encore énormément de choses à faire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le secteur du transport est en constant mouvement. Il y a énormément de choses à faire, aussi bien pour la livraison du dernier kilomètre. Encore ce matin, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Anne Hidalgo avec la CCI de Paris et on parlait de tous ces sujets de livraison, de la mobilité avec les JO qui arrivent, les routes fermées, etc. Donc là, je suis beaucoup plus sur la partie apporter des solutions. Vous voyez, opérationnel. Mais je ne suis pas sur l'opérationnel. Oui, d'accord, un petit peu au-dessus. Et alors, tu en parlais un tout petit peu tout à l'heure, mais dans un portrait encore que j'ai pu lire sur toi, tu disais que tu avais essuyé quelques blagues quand tu es arrivé dans le milieu, mais qu'au final, tu as été quand même plutôt bien accueilli dans ce monde très masculin. Et comment est-ce qu'on réagit face à des blagues comme ça ? Alors moi, je réagissais plus avec le sourire. Alors, parfois, il faut mieux tout prendre avec le sourire parce que ça ne sert à rien de se fâcher. En même temps, je me disais... il parvenait quand même à me déstabiliser dans le sens où je me remettais en question en disant est-ce que je suis légitime dans ce que je fais? Est-ce que je suis crédible? Parce que c'est vrai, je n'ai pas ce background en fait du transport, je n'ai pas cette formation, mais à aucun moment je me suis remise en question parce que j'étais une femme. Moi, je me suis plus posé la question, alors qu'eux, en fait, mettaient plus en avant mon côté féminin que mon côté transport, mais moi, je l'ai interprété différemment. Et ça a été finalement ma force. Et tu as toujours des blagues ou plus du tout? Et malheureusement, oui. Oui. On s'en sortira un jour. Alors, j'ai lu également dans ce même portrait, tu disais que faire du business aujourd'hui ne suffit plus. Il importe aujourd'hui de changer le monde. Est-ce que pour toi, un patron doit s'engager pour plusieurs causes? Alors moi, je pense que oui. Et je parle souvent de cet exemple qui est réel. Mon grand-père était aussi entrepreneur. Et moi, j'ai grandi en le voyant avec un petit carnet. Et il mettait d'un côté ses charges et de l'autre côté ses bénéfices. Et ça s'arrêtait là. Et il n'allait pas plus loin. Il avait des salariés qui payaient, etc. Voilà. Et en fait, avec le temps, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Pas uniquement pour soi, mais aussi pour les équipes. On a besoin d'apporter du sens à ce qu'on fait. Et pour apporter du sens à ce qu'on fait, on a besoin d'aller au-delà de son chiffre d'affaires, au-delà de son business. Je pense que c'est très utile pour son enrichissement personnel, pour l'enrichissement de l'entreprise et pour pouvoir vraiment dormir tranquillement sur son oreiller en disant j'essaie de faire des bonnes actions. Et tu veux aussi que les salariés soient engagés ou pas? Parce qu'il y a des entreprises aussi qui les poussent à faire de l'associatif ou d'autres choses. Alors, aujourd'hui, j'ai au sein de l'entreprise des salariés, alors pas tous, mais une petite partie, qui sont engagés sur des sujets divers et qui me demandent souvent d'avoir un peu de temps libre pour s'en occuper. Et évidemment, je les encourage fortement à le faire. Alors, un autre engagement, alors là, on va parler du G20, des jeunes entrepreneurs. Alors, en 2019, tu as été nommée Sherpa pour représenter donc la France. Alors, ça consiste en quoi, être Sherpa? Alors, c'est pas le Sherpa de la montagne. On ne porte pas les sacs. C'était beaucoup plus travailler la partie cohésion.
au sein de la délégation française. C'était aussi un petit peu prendre le lead sur la partie recommandation, parce que la délégation française a plusieurs missions. La première mission, c'est quand même d'aller représenter la France au sommet du G20 des entrepreneurs. Après, il y a la partie un petit peu business. Et la troisième partie, c'est d'établir des recommandations à destination du gouvernement français. Donc, le Sherpa prend un petit peu le lead là-dessus, parce qu'il y a plusieurs groupes et on s'assure que les échanges de brainstorming soient réellement effectués et effectifs. Et quel était un peu un souvenir qui t'a marqué la première fois que tu as été là-bas ? Alors, ça change à chaque fois de pays. Mais oui, ça change de pays à chaque fois. Moi, le souvenir en tant que Sherpa, c'était le Japon. On a pu entendre le CEO de Pokémon. Voilà, donc c'était juste extraordinaire. Et ils ont fait un petit peu le show, le grand show. Et on s'y attendait pas. Et on a découvert en fait une autre personnalité ou facette en fait des Japonais qui était très très intéressante pour le coup. Et donc le fait à chaque fois d'aider tous ces jeunes entrepreneurs qui viennent des bagages quand même à se développer à l'international, c'est toujours quand même un sujet qu'il faut rabâcher à l'international quand on est français. Ça reste le truc. Est-ce qu'on pense encore trop local, national ? Alors, pour faire ce voyage, dans un premier temps, on demande forcément aux entrepreneurs qui veulent y participer d'avoir la volonté d'aller à l'international avec leur activité. Donc ça pose tout de suite le cadre. Nous avons cependant toujours des entreprises qui ne sont pas à l'international ou qui n'ont pas cette volonté, mais qui sont intéressées par les recommandations, le networking par exemple, et du coup, ils souhaitent y participer. Pourquoi pas ? Mais il est réel et on le ressent parfois, alors beaucoup moins maintenant, mais je reparle en 2019 ou 2018, lorsque moi j'étais Sherpa, il est réel que parfois les Français, on a un peu cette tendance de se retrouver entre nous, de choisir nos restaurants, et puis je pense que la barrière première, c'est la langue. Tous les autres pays sont quand même très à l'aise en anglais. Nous, on l'est beaucoup aussi, mais on a quand même ce côté où on va faire de l'humour, etc., où on est quand même beaucoup plus à l'aise en français. Donc, c'est la barrière majeure, mais autrement... Et sur tout ce côté un peu networking, donc là, via ça, mais j'imagine que tu en fais pratiquement toute l'année. En quoi c'est important? Et peut-être en plus, moi je le vois avec surtout les femmes que je reçois, elles ont moins ce côté d'aller networking en disant non, mais moi il faut que je travaille dans un bureau. En quoi je sens il faut qu'elles le fassent plus, pour toi, selon toi? Alors, moi, je pense que c'est vraiment essentiel. Ça nous ouvre vraiment, je le dis souvent, ça ouvre les chakras. Prendre cette bouffée d'air frais, c'est essentiel. C'est aussi quand on fait du networking. Alors, il faut savoir que on a parlé des femmes entrepreneurs et je leur dis assez souvent, mais en fait, n'ayez pas peur de partager votre business ou de partager votre idée qui va être innovatrice. Au contraire, allez-y, parce que les personnes en face. Alors, premièrement, c'est pas facile de copier. Deuxièmement, la personne en face de vous n'a pas la même stratégie que vous. Donc, allez-y parce qu'elle ne peut que vous donner des conseils. Même si elle vous donne pas des conseils, elle va vous challenger, mais qui va être bon pour vous et qui va vous nourrir énormément. Et ça, c'est essentiel dans tout le parcours d'un entrepreneur. Alors, autre casquette que tu as, c'est que tu as été animatrice de télé, si je peux dire. Et ici même, sur Bismart, tu as animé une émission qui s'appelait Smart Action. C'était quoi l'idée derrière? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Alors oui, que des bons souvenirs. Alors j'ai fait pareil, une interview comme ça. Je suis sortie de l'interview et Pierre, le cofondateur de Bismart, m'a contacté. Il m'a dit, tiens, ça serait cool, je t'ai vu, peut-être qu'on pourrait imaginer une émission tous les deux. Alors au départ, je pensais vraiment qu'il me faisait une blague. Ok, mais je ne suis pas journaliste. Ok, très bien, mais c'est exactement ce que je veux. Un entrepreneur qui parle à des entrepreneurs. Et là, en fait, autour d'un verre, sur une terrasse parisienne, on a imaginé ensemble l'émission Smart Action. Et on s'est dit, en fait, nous, on veut faire bouger les choses, réellement. C'est-à-dire qu'autour de la table, j'invitais une personne... représentante d'une institution, un ou une entrepreneur, et une personne qui avait, entre guillemets, alors le pouvoir, j'aime pas trop ce mot-là, mais qui avait la possibilité de réellement mettre de l'action et faire bouger les choses. Donc, quelqu'un qui était quand même secrétaire d'État, par exemple. Et donc, j'arrivais, ça commençait par le coup de gueule. Voilà, j'étais pas très contente sur un sujet. On a parlé de l'harcèlement, on a parlé du sexisme, voilà, on a parlé de beaucoup de sujets. Et ensuite, on débattait. L'idée était, à la fin de l'émission, de sortir avec une idée concrète qu'on allait mettre en action.
Et ensuite, il y avait un petit follow-up sur le mois suivant. Donc, je recommençais l'émission en énonçant ce qui a réellement été mis en place suite à l'émission précédente. Bon, bah, belle aventure. Oui. Et alors, tu as beaucoup parlé des femmes et tu as parlé de secrétaire d'État. Et je pense à Elisabeth Moreno, je crois, qui était passée dans ton émission. J'ai vu que tu as d'ailleurs co-signé une tribune avec elle et plein d'autres femmes récemment pour les inciter, ces femmes, à aller voter. Les entreprises en général, les entrepreneurs n'aiment pas trop parler de politique. On a eu pas mal ce débat ces dernières semaines. Pourquoi l'avoir fait là ? Parce que c'est essentiel. Je pense que quand on est citoyenne, on a ce devoir. C'est même pas une option. Pour moi, c'est obligatoire. Quand on voit des chiffres qui démontrent que 53% des femmes de moins de 35 ans ne sont pas allées voter, c'est alarmant. Mais où va-t-on ? Il y a un problème. Alors, ça veut dire qu'il y a peut-être de la mal compréhension, on n'a pas envie de s'engager, mais ne pas aller voter, c'est manquer à un devoir en tant que citoyenne. Et je pense d'ailleurs que ça devrait être obligatoire. Et peut-être mettre en place, alors comme ça me vient à l'idée, mais peut-être mettre en place, je ne sais pas, une sanction pour toutes les personnes qui ne vont pas voter, qui sont majeures et qui devraient aller aux urnes. C'est le cas d'ailleurs en Belgique. Le vote est obligatoire. Et puis ça a l'air de marcher en tout cas. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Écoute, merci beaucoup déjà d'avoir partagé toute cette expérience. Et puis on va pouvoir passer maintenant à l'interview chrono. Alors, on a un petit peu parlé de déménagement, forcément, ces dernières minutes. Toi, tu as déménagé moins de 5 fois ou plus de 5 fois dans ta vie ? 4. Ah, tu le sais, 4. L'application que tu utilises le plus ? WhatsApp. Ouais, pareil. Est-ce que tu sais où sera le prochain G20 des entrepreneurs ? Oui, en Afrique du Sud. Ah, super. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française qui t'inspire ? Il y en a plein. Elles m'inspirent toutes. Et c'est pas sympa, c'est une question très difficile. Mais là, tout de suite, celle que j'ai envie de citer, c'est Céline Saint-Olive de Noraker, qui a aussi participé au G20 des entrepreneurs au Brésil, qui est juste, qui m'inspire parce qu'elle fait. Elle est dans la santé, elle soigne les maladies de la peau par la tech. Donc c'est juste extraordinaire, un domaine encore très masculin, donc assez challenging pour elle. Super, on regardera. Est-ce que tu préfères LinkedIn, Instagram ou TikTok ? Alors TikTok, je ne connais pas, j'y suis pas. Insta, j'y suis, mais bon, c'est beaucoup plus LinkedIn. LinkedIn. Tes dernières vacances, c'était où ? Bonne question. New York. Ah, super. ChatGPT, tu es émerveillé ou apeuré ? Les deux. Les deux. Dans un premier temps, émerveillé, dans un deuxième temps, apeuré. Ouais. Le dernier livre que tu as lu ? Alors, c'était sur... comment il s'appelle ? Oh, c'est horrible. En plus, alors c'est d'autant plus horrible parce que j'ai fait intervenir l'autrice ici même sur l'émission Smart Action. On la retrouvera et puis voilà. On le mettra. Je suis désolée. C'était une autrice. Après, il y a aussi, après il y a une autre autrice que j'ai lue de Violette qui elle parle qui est super intéressant aussi et en fait elle parle du courage. Ok. Voilà. Super. Merci. Non, mais on se renseignera et on le mettra. J'enverrai le nom. Merci. Merci Arriva d'avoir participé à Smart Boss. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Merci. Au revoir.